Bon, qu'est-ce qu'il va nous prendre cette fois-ci? Si tu savais à quel point ta question est tournée de manière fort à propos. C'est quoi cette réponse tout en poulet? Il est comme ça depuis quelques jours. Il a reçu que des commentaires positifs, on parle de lui dans d'autres vidéos sur d'autres blogs. Du coup, il reste planté là dans un délire narcissique. C'est l'inexpugnable arrogance de cette beauté qui m'asperge. Ça va vite me casser les œufs ça par contre, t'as pas encore 3000 abonnés que déjà t'as oublié d'où tu venais? C'est bon ma poule, pète un coup, on va le faire cet épisode, on va même parler de ça. De ça quoi? Bah d'où on vient, mais qui, de l'œuf ou de la poule? Et pour ma part, je vous réaliserai une recette particulière. Oui, c'est un petit défi que je vais lancer, tel Christophe Colomb qui défiait ses convives au cours d'un repas, faire tenir un œuf dur droit dans sa coquille. Tiens d'ailleurs John, teste-la. Je tiens à préciser déjà que je n'aime pas du tout cette intro sommaire. Tu te fous clairement de ma gueule. Ok, j'en prends bonne note. Après on verra ce qu'en pensent les gens dans les commentaires. Mais d'ici là, pour me faire pardonner, je te propose de te dédier cet épisode et de partir de toi. C'est-à-dire si moi je suis plutôt le V, toi t'es plutôt le G. Du coup, je te propose de construire l'épisode sur la lettre G, qui ressemble au chiffre 9. Sachant qu'on va parler d'œuf, je suis pas sûr d'en sortir grandi. Mais bon, poursuis. Salutations public vigilant, si vous avez bien vu l'intro, vous savez de quoi il est question. Nous allons parler de cosmogonie. Faisons un petit peu d'étymologie, voulez-vous. Cosmogonie, ça vient de cosmo, cosmos, le monde, et gonia, engendrer, produire. Comment s'est construit notre monde? Ou plutôt comment se l'imaginaient les premiers hommes? Une idée qui va être commune aux Celtes, aux Hindous, aux Égyptiens, aux Chinois, aux Japonais, aux Phéniciens, à certaines tribus sibériennes ou africaines, plein d'autres, c'est que le monde est issu à partir de 9 primordial. Elle est où la poulette? Pour rester dans un format qui ne va pas durer 12 heures, nous n'allons ici qu'effleurer une des 3 cosmogonies égyptiennes, celle dite hermopolitaine. Alors pourquoi ce parti pris, vous demandez-vous? Parce que, et encore ce n'est là qu'une des versions possibles, parce que la mythologie égyptienne permet énormément de nuances. Oui, parce qu'on fait aussi des liens avec les épisodes précédents. Vous vous souvenez? Tout est lié. 4 couples de divinités préexistaient. Représentés avec une tête de serpent pour les mâles et une tête de grenouille pour leur pendant féminin, il y avait Amon et Amonette. Alors le T, c'est la marque du féminin en égyptien, qui sont le cachet, ce que l'on ne peut pas voir. Et Et, l'infini. Nun et Nunet, l'océan d'énergie primordiale. Et enfin, l'obscurité, Kek et Keket. Keket. Sous l'impulsion de Thoth, ces 8-là se sont réunis, ont permis l'émergence d'une butte de terre, sur laquelle ils ont façonné un œuf, qu'ils ont... comment dire... Arroser les œufs. Alors oui, c'est une explication probable, mais tu fais dans la sexologie des dieux égyptiens toi-même. Non mais là en fait t'as parlé d'œuf, donc c'est Joanne qui s'est réveillée. Et t'inquiète pas, là maintenant t'es tranquille, tu peux poursuivre. Bonne chance. Merci. Je continue donc. De cet œuf est sorti Ré, qui plus tard créa le monde. La question c'est pourquoi l'œuf? Alors il représente bien la naissance, le porteur du germe de la vie, mais aussi de par sa forme. Il symbolise le zéro, la ligne fermée, sans début ni fin, l'infini contenu, possédant en son cœur le sacré. De l'œuf va sortir un poussin, qui en égyptien ancien avait la valeur phonétique du le W, le OU, qu'on peut également écrire avec une spirale. Spirale qui, de par sa forme, symbolise très bien la vie évoluant, se propageant, se diversifiant, se métamorphosant. Vous noterez l'effort apporté aux transitions. Parlons maintenant des métamorphoses d'Ovide. Ovide déjà, Ovo. Rien qu'à l'oreille, on sentait qu'il fallait en parler, n'est-ce pas? C'est un poète latin, contemporain à la naissance de l'Empire romain, à qui l'on doit, entre autres choses, une version du mythe de Narcisse, un jeune homme d'une très grande beauté, tombé amoureux de son propre reflet, et se laissant mourir dans sa contemplation. Lorsqu'on vint chercher le corps, il avait disparu, métamorphosé en une fleur. À notre époque, nous avons gardé le terme de narcissique justement par rapport à ça, et la fleur porte son nom, la narcisse.
C'est une fleur blanche et jaune en son centre, qui n'est pas sans rappeler notre épisode, et qui se fait écho d'une autre vision d'un artiste plus contemporain que voici. Il y aurait beaucoup à dire sur Salvador Dali, sur ses œufs et la symbolique surréaliste, mais là aussi on n'a pas 12 heures, donc je me contenterai de vous inviter à être curieux à la fin de l'épisode. L'œuf, chez lui, est le symbole d'espoir, de renaissance, de nouveau, de renouveau, me permettant ainsi de poursuivre notre spirale en retrouvant un temps l'Égypte pour parler d'Osiris, le dieu de la fertilité, de l'agriculture et du cycle végétal, qui meurt et qui renaît. Il est aussi la première momie. Grâce à l'embaumement et la magie d'Isis, sa femme, Osiris fut ressuscité et devint alors le dieu des morts et du recommencement de la vie. Cette symbolique va se retrouver dans la mort elle-même. Le défunt va reprendre plutôt une position fétale dans cet œuf symbolique, à la fois nid et tombeau, pour pouvoir renaître spirituellement et accéder ainsi à l'immortalité. Cette notion n'est pas sans rappeler une autre résurrection d'ailleurs. Si nous parlons de religion. Mais c'est pas déjà ce qu'on fait avec Osiris? La frontière entre mythologie et religion me peut changer d'une personne à l'autre et je m'en voudrais avec mon humour de froisser certaines susceptibilités. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas parler du judaïsme, qui pourtant aurait été une merveilleuse transition entre l'Égypte et le christianisme. Mais je dois avouer que l'humour juif, c'est assez abstrait pour moi. Il me semble que l'humour juif, c'est quand c'est pas drôle et que ça parle pas de saucisses. Bah du coup, on en fait en permanence, non? On peut revenir à Pâques, parce qu'à la base c'est là que je voulais en venir moi. La Pâques chrétienne donc, qui va venir célébrer la mort et la résurrection de Raptor Jésus. Mais non! Mais si, de toute façon, seuls ceux qui l'ont cru s'y fient. Vous croyez que dans les commentaires ils vont m'en faire toute une scène? T'en penses quoi, toi? Bon, moi, je m'en lave les mains. La date de Pâques va être fluctuante, puisqu'elle va être le premier dimanche qui succède à la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Vous voyez le printemps? Le renouveau, tout ça. Ben, la première pleine lune après, la pleine lune, l'œuf. Et bien le dimanche juste après, c'est la Pâques. Alors, il se trouve que cette année, ça va tomber en même temps que cet épisode. Du coup, la question va être, dans mon fébrile esprit, lequel est arrivé en premier? L'œuf ou la Pâques? Pourquoi les œufs sont associés à Pâques? Alors, bien que mon niveau en catéchisme soit au ras des pâquerettes, j'ai quand même cherché un petit peu pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 40 jours qui précèdent Pâques, l'Église prône un régime vegan. Si. Mais bon, fallait pas gâcher, parce que les poules, elles n'allaient pas se retenir pendant ce temps-là. On récupérait quand même les œufs, qu'on faisait cuire, pour pouvoir les conserver, et on allait les peindre pour pouvoir les reconnaître facilement. Le jour de Pâques, on se les offrait, parce que peut-être qu'on n'avait pas super confiance dans un œuf de 40 jours non plus. Je sais pas. La tradition est restée et est devenue plus tard des œufs en chocolat, parce que ça conserve un petit peu plus, bien qu'en général ils fassent pas long feu, puisque on est tous fous du chocolat. Pas sûr que tout le monde la comprenne celle-là par contre, il va falloir que tu recentres l'épisode. Se recentrer sur soi-même, ses origines, sa région, ma région, Midi-Pyrénées. Quelle transition! Il se trouve que en Midi-Pyrénées, nous avons une tradition. Faire l'omelette de Pâques, le lundi de Pâques, justement. Alors, ça remonterait au 9e siècle où Guillaume d'Aquitaine aurait servi à ses vassaux des plats à base d'œufs, puisque à ce moment-là, les poules sont particulièrement prolifiques. Une autre légende l'attribue à Napoléon qui, alors qu'il passait dans le sud de la France, s'est fait servir dans une auberge une omelette particulièrement savoureuse et décida alors de lancer la première chasse aux œufs dans tout le coin pour faire une omelette géante pour pouvoir la servir à ses soldats. Quelle qu'en soit la véritable origine, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez ancré dans le sud de la France, de faire justement ces omelettes géantes ou en famille. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance, le lundi de Pâques donc, à prendre les œufs et une poêle et partir en mode pique-nique, faire une omelette quelque part dans la nature. Mais comment faire si nous n'avons pas d'œufs? Ça sera là le défi de Colomb que nous lançons à Recteur, faire une omelette sans casser des œufs. Et oui, je vais vous faire une recette de tortilla espagnole à l'honneur de Dali, mais sans œufs. Du coup, sa momie va peut-être se retourner dans son tombeau.
Oui, parce qu'en fait, il s'est fait embaumer à sa mort. Des liens. Des liens partout, partout. Pour connaître la recette, cliquez sur ma moustache. Cet épisode touche maintenant à sa fin. Je ne vous livre pas la solution de l'énigme de Colomb, vous la trouverez facilement sur internet, mais je laisse le plaisir à ceux qui ont envie de chercher, de se creuser les méninges. Sachez juste que, au moment où Christophe Colomb réussit son défi, il lança à ses convives simple, mais fallait y penser. D'ici la prochaine lune, restez curieux.